Merci d'être si nombreux, merci de nous suivre sur le Figaro TV. Alors depuis plus de 3 ans, le club Le Figaro International décrypte chaque semaine la marche du monde et ses bouleversements en essayant de suivre le rythme, ce qui ne va pas toujours de soi. Mais aujourd'hui, dans cette circonstance historique du bicentenaire du Figaro, nous allons essayer de prendre encore un peu plus de hauteur que d'habitude grâce à 2 invités exceptionnels, Giuliano da Empoli et Thomas Gomard, qui vont nous aider à explorer les dynamiques actuelles des relations internationales. Qui sont les nouveaux maîtres du monde? Quelles sont les nouvelles dimensions du conflit? À quel choc ou ajustement devons-nous nous préparer? Voici donc le club Le Figaro International spécial bicentenaire. Giuliano da Empoli, merci d'être là. Vous êtes le plus français des écrivains italo-suisses, romancier et essayiste, enseignant à Sciences Po. Vous avez fréquenté le pouvoir de l'intérieur, notamment comme conseiller auprès de l'ancien président du Conseil italien Matteo Renzi. Une expérience ponctuée de rencontres à travers le monde qui ont nourri vos livres, dont les 3 derniers, 2 essais et un roman, ont été de remarquables succès. Les ingénieurs du chaos en 2019, le match du Kremlin en 2022 et l'heure des prédateurs en 2025. Je précise que l'adaptation cinématographique du match du Kremlin est sur le point de sortir en salle ce 21 janvier dans une mise en scène d'Olivier Assayas qui a coécrit le scénario avec Emmanuel Carrère. Thomas Gomard, vous êtes historien des relations internationales, directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, membre du conseil scientifique de l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale, et vous siégez au comité de rédaction des revues Politique étrangère, La Revue des Deux Mondes et Études. Vous êtes en quelque sorte un théoricien des problématiques que Giuliano da Empoli cherche à explorer de l'intérieur. Et les titres de vos derniers livres témoignent que vous avez tous deux des préoccupations assez proches. L'affolement du monde en 2019, Guerres invisibles en 2021, les ambitions inavouées, ce que préparent les grandes puissances en 2023, ou encore l'accélération de l'histoire en 2024. Et votre nouvel opus, qui sort le 22 janvier, a pour titre « Qui contrôle qui ? Les nouveaux rapports de force mondiaux » chez Talandier. Alors, nous allons entrer dans le vif de notre conversation, mais je voudrais commencer par une question un peu générale. Vous qui observez de près la marche du monde, vous voyez ce qui se passe en Iran, au Groenland, à Gaza, en Ukraine. Je voudrais connaître votre sentiment. Que vous inspire la situation actuelle? Comment qualifieriez-vous l'état du monde, Giuliano da Empoli? Petite question simple, hein. Oui. Merci pour commencer, merci. Vous savez, en un mot, pour moi, c'est véritablement le retour de la prime à l'offensive. Je pense que dans l'histoire, il y a des phases dans lesquelles, et d'ailleurs c'est lié en partie au développement de la technologie, il y a des phases dans lesquelles c'est l'offensive qui prime, c'est la transgression, c'est le casser les codes, briser les règles, c'est passer à l'attaque. Et puis il y a des phases dans lesquelles c'est plutôt la défensive qui a l'avantage, et ce sont des phases évidemment plus stables. Et étant italien moi-même, comme vous l'avez rappelé, moi ça me fait un peu penser au début du XVIe siècle en Italie, quand vous avez toutes les petits États très civilisés de la Renaissance qui ont été balayés à un moment. Et c'est l'époque d'ailleurs de Machiavel, et c'est l'époque de prédateurs que Machiavel d'ailleurs décrit, qui brisent les codes, qui brisent les règles et passent à l'attaque. Et je pense qu'aujourd'hui, dans des circonstances différentes et plus globales, on est à nouveau dans une phase qui ressemble un peu à celle-là. On retient les mots de transgression, de prédateur. Pour vous, Thomas Gomard, la situation actuelle se caractérise comment? Tout est sous contrôle.
Non, Tout va bien. Voilà, tout va bien. Non, c'est évidemment une mauvaise plaisanterie pour entrer en matière, mais je vais essayer de vous répondre plus par l'expérience que par la théorie. Il se trouve que j'ai fait mes armes dans le métier qui est le mien en Russie. Oui. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui lorsque je suis aux États-Unis, à Washington, j'ai fait une longue mission au mois de décembre, c'est l'impression d'être à Moscou en 2012. C'est-à-dire, au fond, d'être mis en cause et avec un discours de la sphère MAGA consistant à dire vous êtes un Européen et nous allons notre projet de sauver l'Europe d'elle-même. Donc ça, c'est l'expérience la plus récente que je partage avec vous parce que je pense qu'on est face à un moment très particulier qui se traduit notamment par la collusion idéologique entre la Maison-Blanche et le Kremlin et qui a comme effet un schisme transatlantique auquel on n'est absolument pas préparé et qui, à mon avis, est en train de rebattre complètement les cartes. Et je reprendrai cette idée effectivement de phase offensive par rapport à des phases plus défensives ou plus stabilisées que Giuliano proposait. Moi, ce qui me frappe beaucoup, si vous voulez, c'est la nouvelle chimie qu'il faut essayer de comprendre entre le monde réel et le monde numérique et où sont les interfaces et comment ces interfaces entre le réel et le numérique fonctionnent et puis surtout qui les possède et qui les actionne. On va parler de cet aspect-là. Évidemment, ce que vous décrivez est aussi une transgression par rapport à l'ordre transatlantique établi. Commençons peut-être par essayer de nous demander qui dirige le monde aujourd'hui. Est-ce que ce sont les trois empereurs? Est-ce que c'est Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Poutine? Ou bien est-ce que c'est peut-être une erreur de perspective? Giuliano d'Ampoli? Toujours des questions simples et resserrées. C'est la marque du club international. Alors, ce qui me semble intéressant, c'est que justement, aujourd'hui, évidemment, vous avez les acteurs politiques que vous avez nommés, un certain nombre d'autres qui sont des acteurs géopolitiques majeurs. Mais en plus de ça, vous avez de plus en plus, et Thomas y faisait référence, d'autres acteurs, notamment ceux qui qui me concernent le plus et que je trouve les plus importants, ce sont effectivement les acteurs de la tech, qui d'ailleurs sont de plus en plus présents dans la géopolitique, dans la guerre, dans le renseignement, etc., qui véritablement prennent une dimension géopolitique, mais qui surtout sont les maîtres de la nouvelle réalité. C'est-à-dire que au cours des dernières décennies, nos vies à tous, pas que la vie politique et le débat politique, mais aussi notre vie quotidienne, nos habitudes, nos consommations, tout ça, nos relations des uns avec les autres ont basculé dans la dimension du numérique. C'est comme si c'était un autre territoire qui se superpose et qui devient parfois plus important que le territoire physique. Mais comment il est contrôlé par des acteurs qui en déterminent Et comment ces les règles. acteurs ont-ils rejoint le camp des prédateurs? Alors ça, je pense que c'est intéressant parce que on pourrait se dire qu'aujourd'hui, les acteurs de numérique, en réalité, ils sont proches de Trump parce que Trump est au pouvoir, mais c'est comme ils étaient proches d'Obama avant, ce qui est vrai d'ailleurs. Et donc, ce serait simplement des élites économiques, comme c'est arrivé à toute époque, qui essayent de s'accorder, de trouver un équilibre avec le pouvoir politique. Je pense qu'il y a de ça, évidemment, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus. C'est-à-dire, en réalité, ces nouveaux acteurs politiques, Trump en premier lieu, et les gens de la tech, sont le fruit de la même révolution, du même processus qui fait qu'on change les règles du jeu, qu'on mise sur l'agression, la disruption, la vitesse. C'est d'ailleurs ce qui fait le charme aussi de Trump. La force de Trump, en réalité, c'est que c'est quelqu'un qui, dans des contextes qui semblent bloqués ou immobiles, eh bien lui, il agit. Oui. Et c'est, je pense, ça qu'ils ont en commun.
les acteurs de la tech ont exactement la même mentalité. Et donc, ils veulent la même chose. Ils veulent un système où à l'intérieur duquel leur action ne sera pas entravée. Elle ne sera pas entravée par des lenteurs, des contre-pouvoirs, des procédures, tout ce qui fait, d'une certaine façon, la démocratie libérale telle qu'on la connaît. On évoquera tout à l'heure ce qui peut être fait face à ces appétits. Mais Thomas Gomart, entre les empereurs traditionnels et ces nouveaux seigneurs de la tech, qui contrôle qui, puisque c'est le titre de votre dernier livre? Vous avez 1,8 milliard de propriétaires d'iPhone. Vous avez 1,4 milliard de catholiques aujourd'hui dans le monde. Ce simple chiffre montre qu'en réalité, le couple homme-machine qu'on voit comme un sujet de science-fiction est déjà là. Et donc la maîtrise, je prends l'exemple d'iPhone, j'aurais pu prendre un autre exemple, mais la maîtrise au fond de la technologie est à mon avis le point le plus important en termes de qui contrôle qui. Ensuite, ce qui caractérise les deux catégories, celle des empereurs au sens politique du terme, de celle des représentants de la technologie, c'est à mon avis la chose suivante, c'est que les empereurs sont assis sur des éléments de puissance et existent par leur capacité de passage à l'acte. Ce qui est très frappant avec Vladimir Poutine, c'est qu'il est passé à l'acte. Il l'avait annoncé, on ne l'a pas écouté, et il est passé à l'acte. Ce qui est très frappant avec Donald Trump, c'est qu'il passe à l'acte différemment. C'est-à-dire que l'effet de la capture de Maduro, à mon sens, on y reviendra peut-être, n'est pas du tout le même que la décision prise par Vladimir Poutine en février 2022. Est-ce que le président Xi va passer à l'acte dans le même registre? C'est évidemment une question à laquelle on réfléchit. Et en ce qui concerne les patrons de la tech, il y a quelque chose d'assez fascinant à observer. C'est Evgeny Morozov les appelle les intellectuels oligarques ou les oligarques intellectuels. Et je pense que c'est très bien vu. C'est-à-dire qu'il y a une prétention philosophique de plus en plus affichée et construite pour un certain nombre d'entre eux, avec des références vraiment très importantes à comprendre. Mais Peter Thiel, d'une certaine manière, donc des fondateurs de Palantir, qui a été un homme absolument clé dans l'ascension de J.D. Vance, le vice-président américain, a une prétention philosophique. Il se réclame de René Girard. Alex Karp, l'actuel patron de Palantir, a également une formation philosophique et se réclame d'Habermas. Et quand vous avez autant d'argent, autant de prétentions et des moyens de communication, eh bien, ça vous donne effectivement beaucoup de contrôle sur les autres. Alors, dans cet écosystème du nouveau pouvoir, et vous avez cité Peter Thiel qui disait quand même en 2009, « Je ne crois pas que la liberté et la démocratie soient encore compatibles », ce qui est une phrase un peu vertigineuse. Où est le populisme? Quel rôle joue-t-il dans cette nouvelle chimie du pouvoir? Je pense, et on voit ça très clairement aux États-Unis, mais on le voit en Europe aussi, l'agenda des populistes et celui des seigneurs de la tech n'est pas le même. Il y a un exemple qui m'a frappé il y a quelques semaines ou peut-être 2 ou 3 mois. Il y a eu un gros meeting, un gros rassemblement à Londres. Des gens qui suivent Tommy Robinson, qui est un leader hyper nationaliste, national-populiste très très radical, hein, à la droite de Farage, donc, oui, et lui raciste et tout. Et Elon Musk était en liaison avec le meeting et il leur a fait un discours qui leur plaisait beaucoup. Parce qu'il leur a dit la violence arrive, il faut réagir, il faut dissoudre le gouvernement, le Parlement et faire une véritable révolution populaire, etc. Donc il leur plaisait beaucoup. Et puis à un moment, on lui a demandé ce qu'il imaginait pour le futur. Et donc lui, il a dit, mais oui, il faut faire tout ça parce que il y aura que des robots partout et ce sera comme vivre dans Star Trek et ça va être génial. Et là, du coup, évidemment, le public
qui est un public plutôt nationaliste, traditionnaliste, etc., il n'était pas spécialement emballé par la vision du futur de Musk. Et ça, c'est ce qu'on voit aux États-Unis, où les soutiens de Trump, effectivement, se divisent entre ces deux macros. Bon, c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas, il y a les populistes qui le soutiennent justement d'un point de vue plutôt de retour à une certaine forme de tradition, d'autorité, de valeur, et puis de nation. Et puis, il y a les gens de la tech qui ne sont pas du tout ça. Il y en a quelques-uns qui, effectivement, sont aussi des nationalistes et tout, mais en ligne générale, ils sont, imaginez, ils sont déjà post-humains, ils n'en ont rien à faire. Ça fait peur aussi, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. Plus que post-nationalistes. Sauf que ce qui est important à comprendre, je pense, c'est que l'horizon n'a pas beaucoup d'importance, parce que quand vous faites la révolution, évidemment, chacun, à la fin, va vouloir peut-être quelque chose de différent au bout du processus. Mais ce qui compte, c'est ce que vous voulez abattre. Et donc, dans leur cas, ils sont d'accord sur ce qu'ils veulent abattre. Ce qu'ils veulent abattre, c'est les vieilles élites, c'est les vieux politiques, c'est les démocrates, mais c'est aussi les vieux leaders républicains, le vieil establishment républicain du parti. Ce sont les contre-pouvoirs, ce sont les médias traditionnels. Ce sont un certain nombre de règles et de lois. Et sur ça, ils sont d'accord. Et donc, c'est pour l'instant ce qui fait leur force. Mais vous dites en fait que c'est plus une démarche de rejet qu'une aspiration à quelque chose de précis. Ce sont des aspirations différentes, je pense. Est-ce que le populisme mène nécessairement à l'autoritarisme, Thomas Gomart? C'est l'impression qu'on a. Aussi. Il faut qu'on aille rue Saint-Guillaume pour répondre à cette question. N'étant pas passé par la rue Saint-Guillaume, j'ai du mal à vous répondre. Mais moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est si on reste un instant sur ces patrons de la tech et leur traduction politique, c'est qu'en fait, on est face à un processus avec une multitude connectée. Et ce qu'ils nous annoncent, c'est un très petit nombre d'élus augmentés. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de séparatisme, en réalité, qui est en train de se créer et qui a donc des effets politiques en termes de populisme. Parce que l'avenir que ça dessine, la force politique de Donald Trump, c'est à mon sens, entre son premier et son deuxième mandat, d'avoir réussi à construire un discours futuro-identitaire ou identitaro-futuriste. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il sent à quel point sa base électorale est déclassée par la mondialisation telle qu'elle a fonctionné. Mais son alliance avec les Musk et compagnie, c'est aussi une nouvelle frontière. C'est-à-dire, c'est une écriture du futur. On en pense que l'on veut, mais il y a une sorte de projection dans le futur. Alors Mars, ça nous semble être sur Mars, etc. Mais un futur qui n'est pas écrit, voilà. Un futur qui n'est pas encore écrit. Et ce que vous voyez en Europe, c'est qu'on a l'importation de la dimension identitaire et les forces, alors est-ce que c'est le bon terme, populiste, etc. Là encore, c'est plus des sujets de sciences politiques, mais on n'a pas cette dimension futuriste. Ou alors on a une dimension très défensive par rapport à ce discours, pour une raison assez simple, c'est que on ne maîtrise pas les outils, on ne contrôle pas les outils nécessaires pour être capable d'écrire ce futur. Voilà. Et ça, je pense que c'est une différence assez fondamentale avec, encore une fois, l'animal politique qu'est Trump, qui arrive à capter. Jusqu'à quand, de quelle manière, c'est une question ouverte. Mais il a réussi à se faire élire et réélire, et sur cette base-là, en fait. Oui. Mais vous êtes en train de nous dire que l'Europe est un peu hors jeu de cette nouvelle mécanique du pouvoir, de cette alliance entre la tech, parce qu'on est hors jeu dans la course technologique, c'est ça, Thomas Gomart ou... Bon, moi, je suis toujours... c'est très facile, en fait, de critiquer l'Europe, parce que par le spectacle qu'elle donne, par sa plasticité, etc. Et en même temps, on a fait des travaux très récents là-dessus. Il n'y a pas d'innovation technologique en réalité aux États-Unis qui, d'une manière ou d'une autre, ne passe pas par l'Europe. Oui. Quand vous regardez, après c'est des problèmes aussi de circulation et de la manière dont on arrive à produire chez nous, mais quand vous regardez où recrute par exemple Palantir ou la tech, eh bien il y a toute une partie d'Européens en fait qui font tourner ces entreprises. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'Europe a des vraies capacités technologiques et scientifiques, à condition de continuer à investir, à condition
petit détail que j'ai abandonné à Amélie de continuer à faire des maths. Voilà. Oui, on a un graphique qui montre, on va peut-être le passer maintenant, les différences de niveau d'investissement dans l'intelligence artificielle. Les États-Unis sont très très loin devant le reste du monde, y compris la Chine. Oui, mais vous pouvez avoir beaucoup d'argent et mal l'utiliser. Et le vrai sujet, c'est comment, quand on a de la ressource, comment on essaie de l'orienter et de la rendre la plus efficace possible. Donc, les volumes, c'est évidemment important parce que ce sont des ordres de grandeur. Et je pense qu'il ne faut pas se paralyser nous-mêmes par des graphes qui sont effectivement toujours très impressionnants. Et en réalité, l'Europe continue à produire de la science et de la technologie et à mon avis doit investir sur l'avenir. En fait, le sujet c'est celui de l'investissement et l'investissement requiert de croire dans le futur. Il y a tout de même un effort assez transparent de vassalisation de l'Europe de la part de l'administration Trump, qui figure presque en toutes lettres dans la revue de sécurité nationale. Giuliano d'Ampoli, en fait, on était déjà vassalisé et maintenant ça devient officiel, ou bien c'est un processus qui s'aggrave? Je pense les deux, c'est-à-dire effectivement il y a quelque chose d'implicite qui devient explicite. Hein. On était déjà dépendant, on était déjà d'une certaine façon vassalisé sur le plan militaire, sur le plan technologique, etc. Et seulement on y mettait les formes, hein, ce qui n'est plus le cas. Donc tout est dit. Et en même temps, il y a une accélération du processus aussi. Et on voit, je pense qu'il y a une composante rationnelle dans ça. Hein. Il y a quelque chose qui, au fond, on peut qui relève des sphères d'influence légitimes. On peut en faire tout à fait une articulation rationnelle, mais un projet néo-impérial avec un côté colonial, mais qui s'explique dans l'affrontement avec la Chine, etc. Mais dans le cas de l'Europe, ce qui me semble important aussi, c'est que d'une certaine façon, l'Europe est une extension pour Trump, pour MAGA, pour son mouvement, de la guerre culturelle intérieure. C'est-à-dire, et on le voit parce que dans leur acharnement, il n'y a pas qu'une composante rationnelle qu'on pourrait voir appliquer, qu'ils appliquent d'ailleurs à d'autres parties du monde, qu'ils traitent de façon plus équilibrée, je dirais, et plus rationnelle. Non, par rapport à l'Europe, il y a quelque chose de plus, de fortement idéologique. Et je pense que c'est lié au fait qu'ils voient l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est gouvernée, comme une extension de ce qu'ils combattent à l'intérieur de leur pays. Donc, d'une certaine façon, l'Europe, c'est l'extension des démocrates américains, des vieilles élites américaines, même des élites républicaines qui sont traditionnellement transatlantiques. Et donc, voilà. Et c'est pour ça, je pense aussi, que l'issue de ce combat en Europe, en réalité, sera très liée à ce qui se passera, même au cours des prochains mois, à l'intérieur du système politique américain, où il y a des choses, à mon avis, assez radicales qui peuvent se produire. Et nous, au fond, on est un peu une annexe de ce, dans la périphérie de combat-là, cette bataille, je crois. Oui, oui. Je vais vous donner la parole tout de suite là-dessus, mais je voudrais qu'on écoute ce que disent très brièvement Donald Trump et Vladimir Poutine des Européens. Ça tient en quelques formules. Do you think that many of them are just weak and you don't really want to be allies with them? I think they're weak, but I also think that they want to be so politically correct. I think they don't know what to do. Europe doesn't know what to do. They don't know what to do on trade either. I mean, I look at a lot of the trade, situation that's going on over there. It's a little bit dangerous, but Europe, they want to be politically correct, and it makes them weak. That's what makes them weak. Европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны. Как теперь всем стало очевидным, все эти попытки и все эти деструктивные планы в отношении России полностью провалились. Ces deux visions de l'Europe, Thomas Gomard, se font écho finalement. Est-ce qu'il faut nous en inquiéter ou est-ce que c'est l'écume des choses?
Il faut évidemment s'en inquiéter. Il faut à la fois les voir ensemble. Je parlais dans mon propos initial de la collusion idéologique désormais entre le Kremlin et la Maison-Blanche. Et ça passe par ça. C'est-à-dire que quand vous alliez à Moscou en 2012, on vous disait à quel point vous étiez efféminé. Maintenant, vous entendez dire ça en permanence quand vous êtes à Washington. Bon. Mais il ne faut pas les mettre sur le même plan. C'est-à-dire que moi, mon métier a été très longtemps la Russie. J'ai passé beaucoup de temps. Et sans ouvrir un débat de comparaison qui pourrait conduire loin, quand vous regardez l'efficacité militaire de la Russie et l'efficacité militaire d'Israël, je pense que le président Poutine devrait peut-être être plus prudent dans son expression. C'est-à-dire que prendre, au bout de 4 ans, 1/5 du territoire ukrainien avec 1 200 000 pertes, tués, blessés et disparus, c'est pas forcément un exemple de puissance. Ou alors c'est un usage de la puissance dans... je dirais, le fait de se rattacher à une vieille tradition russe et soviétique qui est de considérer que le soldat russe est une denrée inépuisable. Bon. Donc de ce point de vue-là, je ne mettrai pas du tout sur le même plan, et je pense que c'est une erreur d'analyse que nous faisons, en dépit de la collusion idéologique que je mentionnais, je ne mettrai pas du tout sur le même plan la situation de la Russie aujourd'hui et celle des États-Unis. Concernant les États-Unis, Donald Trump fait quelque chose d'assez redoutable en réalité pour les autoritaires, et également pour ce qu'on appelle improprement le Sud global, que j'appelle pour ma part le Sud transactionnel, c'est qu'il est en train d'ôter l'argument de l'hypocrisie occidentale, qui a été, vous savez, la diplomatie russe a beaucoup insisté sur le fameux 2 poids 2 mesures. Ben aujourd'hui, il n'y a plus de 2 poids 2 mesures, parce qu'en réalité, il fait ce qu'il dit, et il passe à l'acte de la manière la plus dépouillée qui soit, dirais-je. Et ça, à mon avis, ça va être très troublant aussi pour tout un argumentaire qui s'est construit ces dernières années ou ces dernières décennies sur l'hypocrisie occidentale. Ben, les États-Unis ne sont plus hypocrites, peut-être que les Européens le restent. Je reviens à l'Europe sur ce point. Les Européens persistent à dire qu'ils ne sont pas en guerre avec la Russie, alors que Poutine ne cesse de dire qu'il est en guerre avec les Européens. Est-ce qu'on vit dans un monde virtuel, on se trompe, ou on doit camper sur cette ligne de non-agressivité ? Il y a 4 belligérants aujourd'hui. C'est évidemment la Russie dans sa posture d'agression de l'Ukraine, la Biélorussie et la Corée du Nord. Les pays européens ne sont pas en guerre. Ils sont obligés de se préparer et de soutenir l'Ukraine dans son droit à la légitime défense. Et j'appartiens à ceux qui considèrent que nous n'avons pas su lire l'annexion de la Crimée en 2014 dans ce qu'elle indiquait de changement de trajectoire de la Russie, avec le retour au Kremlin de Vladimir Poutine en 2012 et le changement constitutionnel. Et c'est d'ailleurs sur ce sujet que nous nous sommes rencontrés pour la première fois, Giuliano et moi, parce qu'avec l'hommage du Kremlin, il a vraiment décrit, en fait, de manière extrêmement puissante, le système russe dans son mode de fonctionnement, et qui est un mode de fonctionnement, si vous voulez, assez classique en réalité, qui est que la Russie a toujours été dirigée par ceux qui la possédaient, au sens physique et financier du terme. Et puis, il y a avec Vladimir Poutine, effectivement, quelque chose qui est très difficile pour nous, Européens, qui avons écarté les questions stratégiques depuis maintenant plusieurs décennies, qui est cette acceptation de la perte et ce comportement vis-à-vis de l'Ukraine et des populations civiles ukrainiennes. Et ça, nous sommes d'une certaine manière aussi stupéfaits par cela. Ce qui explique la très grande difficulté à réagir, puisque tout de suite, on a l'impression de craindre davantage une escalade avec la Russie plutôt qu'une défaite de l'Ukraine. Giuliano d'Ampoli, cette phrase qu'on entend de Moscou, notre vraie guerre est contre les Occidentaux, contre les Européens, c'est typiquement une punchline d'un nouveau match du Kremlin. C'est quelque chose qu'il faut prendre au pied de la lettre, selon vous ? Vous savez, en vérité, dans le parcours de Poutine, et c'est peut-être ça qu'on n'a pas vu au départ, la guerre joue un élément fondateur. Poutine n'aurait pas accédé au pouvoir, enfin, il aurait été Premier ministre, mais c'était le 5e Premier ministre nommé en 2 ans. Il n'aurait pas acquis son statut de chef vertical et d'autorité en Russie s'il n'y avait pas eu, dès le départ,
la menace tchétchène, la menace du terrorisme tchétchène à Moscou et la guerre de Tchétchénie de la façon dont il a mené. Et donc, je pense, d'ailleurs, le personnage auquel je me suis inspiré pour écrire le Mage du Kremlin, qui existe réellement, et il s'appelle Vladislav Surkov, qui a très peu parlé dans les derniers temps. Il avait fait un entretien avec un journal peu avant le déclenchement de l'invasion d'Ukraine, en fin 21, je crois. Et là, il dit le système, pour nous, chaque système clos produit de l'entropie. Et donc est destiné d'une certaine façon, chaque système politique produit son propre chaos. Et la façon dont un empire gère ça, parce qu'évidemment il reste dans une logique impériale, et ils disent pas que nous, tous les empires dans l'histoire, c'est d'exporter le chaos aux frontières. Et voilà, de gérer l'entropie qu'on génère de cette façon-là. Et je pense que c'est un peu, effectivement, ce que Poutine fait. Il y a beaucoup d'autres composantes. Mais si on veut regarder ça d'un point de vue mécanique, je pense que c'est ce qu'il fait. Et c'est pour ça aussi c'est difficile d'imaginer qu'il s'arrête. Alors moi, je pense qu'il garde une intelligence tactique. Donc, personne d'entre nous ne sait s'il y aura un accord au cours des prochains mois ou pas. Ce n'est pas totalement exclu qu'il puisse y avoir un accord à un moment, mais sa trajectoire, de toute façon, c'est une trajectoire de cette nature. C'est ce que vous montrez très bien dans le livre et qu'on voit aussi dans le film Le Mage du Kremlin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est une mécanique qui n'a pas pour but d'atteindre un certain objectif. Thomas Gomart, l'Europe est remise en cause dans son essence même par ces nouvelles guerres, par la guerre en Ukraine, par la menace russe, par l'attitude de Donald Trump. Ça veut dire que cette entité construite comme un soft power triomphant, commercial, culturel, doit se remettre en question profondément aujourd'hui ? Ça, c'est certain. Et avec une urgence. Quelque chose qu'on a oublié en Europe, c'est la vitesse et la rigueur d'exécution, en fait. Mais sur voilà, nous sommes à plus de 4 ans depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022. Donc ce qu'on appelle le réveil a déjà sonné plusieurs fois. Bon. Et de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, il faut bien comprendre ce qui est devant nous. C'est-à-dire, ce qui est devant nous, c'est d'être capable de penser notre relation à la Russie à terme, avec Poutine et après Poutine. Ouais. Parce que la géographie ne changera pas. Donc il faut aussi commencer à réfléchir à cela. Parce que ce que propose Poutine aujourd'hui à son peuple, c'est la continuation de la Grande Guerre patriotique. Ce qui renvoie aussi à d'autres références. On peut aussi évoquer les livres de Svetlana Alexievitch, la prix Nobel de littérature, qui a montré ça de manière extrêmement forte. Alors, je fais ce détour à nouveau par la Russie parce que pour l'Europe, je considère que c'est aujourd'hui le centre de gravité de son insécurité. Quand on a un tel niveau de violence affligé au corps social ukrainien et indirectement au corps social russe, c'est quelque chose qui va irradier pendant au moins 1 ou 2 décennies. C'est-à-dire que la question aujourd'hui, c'est celle des anciens combattants, à la fois en Ukraine et en Russie, dans l'optique où nous arriverions à un cessez-le-feu, lequel se traduirait, ce que tout le monde espère, par un plan de paix durable. Pour les Européens, c'est encore une fois très difficile à penser, et surtout, ils sont en train de payer au prix fort des décennies de désarmement structurel. C'est-à-dire que les Européens désarment depuis le début des années 70. Il faut rappeler qu'ils sont à 3 ou 4% de dépenses militaires de PIB à ce moment-là. Et là, ils font un effort très important, d'ailleurs, je dirais, exigé, pas seulement par l'administration Trump, exigé par les administrations américaines depuis... il y avait déjà des textes d'Eisenhower là-dessus. C'est-à-dire, il va falloir que vous assumiez votre sécurité et votre défense par vous-même. Et ça, je pense que c'est le point clé. C'est-à-dire que l'argument utilisé par l'administration Trump est un argument assez imparable, qui consiste à dire comment se fait-il que 500 millions de personnes, les plus riches, parmi les plus riches au monde,
compte sur 380 millions d'Américains pour se protéger contre 140 millions de Russes. Et tant que les Européens, en fait, ne comprendront pas que leur destinée est aussi d'être capables de produire de la sécurité par eux-mêmes, ils resteront dans une situation de vassalisation qui va être sans cesse répétée et accentuée compte tenu du tempérament de Trump. Et quid de la menace américaine? Les deux mots sont un peu contre-intuitifs, mais on voit les Européens dépêcher quelques uniformes sur la banquise au Groenland dans l'espoir de dissuader Donald Trump de prendre de force ce territoire. Là, Giuliano Ramponi. Il y a une chose qui m'embête dans la situation européenne actuelle, c'est-à-dire Curtis Yarvin, qui est, disons, une sorte de penseur un peu assez fou, influent, un peu bizarre, mais pas inintéressant, qui gravite dans le monde de Trump. Il a une métaphore pour expliquer une image pour expliquer le comportement de Trump. Il dit, en réalité, Trump, sa stratégie au cours de cette dernière année, au fond, c'est celle, vous entrez dans une salle et avec toute une série d'interlocuteurs et vous vous comportez comme si vous aviez tous les droits et tous les pouvoirs, ce qui n'est pas juridiquement le cas. Et en effet, aux États-Unis, même le président des États-Unis, en réalité, il n'a pas tous les droits et tous les pouvoirs. Mais si vous faites comme ça, c'est tout à fait possible que les gens se comportent comme si c'était vrai. Et donc, qu'ils se plient à votre volonté. Et ça, c'est un peu la méthode Trump, la méthode simplement de... Et nous, et par exemple von der Leyen, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que von der Leyen, elle, sur toute une série de sujets qui sont des sujets conflictuels aujourd'hui... La présidente de la Commission européenne. La présidente de la Commission européenne, eh bien, sur le commerce international, sur la régulation du numérique, sur des enjeux qui sont aujourd'hui centraux, elle a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'elle n'exerce. Ouais. Et la raison pour laquelle elle ne les exerce pas, c'est qu'elle n'a pas l'accord de tous les partenaires européens. Donc elle a évidemment l'Allemagne qui lui dit non sur le commerce, ceci et cela, puis l'Italie, puis les autres, etc. Mais en réalité, elle aurait plus de pouvoir que ce qu'elle n'exerce. Et moi, ce que j'aimerais, mais c'est un rêve, c'est qu'elle les exerce. Notamment, là, on en parle un peu en réaction par rapport au Groenland, sur le numérique, parce que tout ça s'imbrique. Et après, évidemment, elle aurait un débat à mener pour défendre ses décisions. Elle devrait aller au Parlement européen en parler. Il y aurait des membres du Conseil européen qui ne seraient pas contents. Mais au moins, on aurait un pouvoir qui est exercé. Ouais. Et cette incapacité de la décision, qui est un peu physiologique au système européen, évidemment, c'est un système de consensus, c'est un système de règles, c'est un système à 27, donc on ne peut pas imaginer qu'il ait l'immédiateté l'immédiateté de la décision Trump, un petit groupe à l'intérieur de la Maison-Blanche qui prend des décisions, mais je pense qu'on pourrait exercer plus de pouvoir quand même. Thomas Gomard, là-dessus, vous pensez que l'Europe doit trouver du muscle quelque part? Il y a deux choses en Europe. Il y a une stratégie de prosternation qui a été suivie par un certain nombre de dirigeants. Et puis il y a un petit territoire de 500 mètres carrés qui est au cœur de Rome, qui s'appelle le Vatican, et qui d'une certaine manière a construit la seule opposition pour l'instant intellectuelle aux États-Unis de Donald Trump. Je pense que ça, c'est très important de le rappeler, c'est-à-dire que ce soit au cours du premier mandat de Donald Trump, il avait été reçu par le pape François, qui lui avait réservé un accueil, on va dire, moins chaleureux que pour d'autres hôtes. Et puis surtout, il s'est joué, à mon avis, quelque chose de très important au cours du premier trimestre 2025. C'est la lettre du pape François aux évêques américains sur les questions migratoires. Et c'est l'attitude du vice-président des États-Unis, J.D. Vance, catholique converti, qui a d'une certaine manière, en symbolique,
tenté de forcer les portes du Vatican pour être reçu par le pape François la veille de sa mort. Bon. Et ça, je pense que c'est très important parce que c'est le choc en réalité entre deux temporalités. Léon XIV est si je ne me trompe pas, le 267e pape. Et il produit au fond, ou le Vatican dans son système, produit un discours sur l'humanisme à l'ère numérique par rapport à des acteurs qui sont très jeunes, très riches, très ambitieux. Et ce contraste-là, à mon avis, est intéressant. C'est-à-dire que quand on parle de l'Europe, il y a l'aspect Commission européenne et le spectacle, souvent, effectivement, comment le qualifier aimablement, navrant ou qui nous fait un peu de peine. L'accord de Turnberry, par exemple, cet été, sur le golfe de Trump, etc. La symbolique était quand même très, très lourde pour les Européens. Mais il y a aussi en Europe, et que ce soit au Vatican et plus largement de manière intellectuelle, je pense que c'est le grand chantier intellectuel en fait pour l'Europe. C'est quel type d'humanisme à l'ère numérique ? Qu'est-ce qu'on est, sans être là aussi dans une posture défensive, mais qu'est-ce qu'on est capable en fait de produire comme philosophie, comme fiction par rapport à cette vague qui nous vient des États-Unis. Et je pense que le Vatican, c'est peut-être parce que j'écris pour la revue Études, vous allez me faire observer ça, mais je pense que le Vatican a un rôle absolument clé à jouer. Oui, Giuliano D'Ampoli. Juste parce que ce que vous dites m'évoque en effet une réflexion par rapport à la temporalité, c'est-à-dire c'est intéressant, je trouve, que vous ayez retrouvé la seule forme un peu structurée d'opposition à cette vague-là dans un acteur, si on peut l'appeler ainsi, le pape et le Vatican, qui sont en effet dans une temporalité longue. Et je pense que ça, c'est un handicap considérable qu'on a et auquel les démocraties aujourd'hui font face, c'est-à-dire qu'on a en face de nous souvent des acteurs qui ont le temps et qui sont dans une stratégie longue. Donc on le voit bien dans le cas de Poutine, on le voit évidemment dans le cas d'autres empires et des empereurs dont on parlait, mais on le voit aussi dans le cas des entrepreneurs de la tech. Hein. Ces gens-là, ils sont là à la tête de fortunes et de machines de plus en plus puissantes. Depuis une vingtaine d'années, ils ont commencé très jeunes, 20-25 ans. Peter Thiel, PayPal, sa première start-up milliardaire, il la cote en bourse en 2000 ou en 2001. Et donc, ce sont tous des acteurs qui réfléchissent quand même sur le long terme. Alors que nous, évidemment, et on le voit dans nos débats politiques nationaux respectifs, on est évidemment beaucoup plus souvent, ou presque toujours, dans du très conjoncturel, hein, oui. Sinon presque pire. Et ça, c'est structurel, parce que la démocratie, forcément, elle a de toute façon ce caractère-là. Mais peut-être... enfin, il faudrait quand même peut-être un peu se poser la question. Est-ce que l'IA l'intelligence artificielle lance un défi à la démocratie ? Pour vous, l'un et l'autre, Thomas Gomard ? Bon, d'abord, l'IA est incapable aujourd'hui de prévoir le résultat d'un conclave. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Sur l'aspect, évidemment, évolution avec l'IA des espaces publics, oui, il y a au fond trois manières de répondre. Il y a la question assez fondamentale de la maîtrise des algorithmes, c'est-à-dire, en fait, comprend-on comment ces algorithmes sont-ils construits ? Et la réponse est, dans une posture européenne, plutôt non, en fait. Il y a la question ensuite de la désinformation et de la manipulation de l'information. Bon, moi, je suis sur X, ex-Twitter depuis des années, et on voit évidemment l'évolution éditoriale. Voilà, j'ai des bagarres en permanence. Enfin, bon, pas besoin de développer, mais ça correspond en fait à une capacité extraordinaire je reviens à mon idée de couplage homme-machine, en fait, capacité extraordinaire de façonner d'emprise cognitive, en fait. Donc ça, oui, ça va être démultiplié. Et puis, il y a la question de ce qu'on appelle dans le monde de l'entreprise, en fait, aussi des talents. C'est-à-dire que c'est une hyperconcentration et de la richesse et des personnes, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est une richesse qui est concentrée dans un petit nombre de
demain, d'une part, et d'autre part, les personnes capables de produire des ruptures technologiques sont un petit nombre. C'est une hypercouche en fait technologique, dont une partie, encore une fois, est formée en Europe, et que donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder très précisément, c'est-à-dire les jeunes, il y a plein de gens aujourd'hui, ceux qui vont aller vers l'intelligence artificielle, qui vont faire ce choix de carrière, à mon avis, leur formation doit d'emblée je veux dire, intégrer ces questions éthiques, même si quand on dit ça aux États-Unis, on nous regarde un peu de travers, comme vous voulez réguler et donc ne pas innover. C'est pas ça. C'est qu'en même temps, on peut pas ne pas essayer de garder un minimum de contrôle. Naudin-Ampoli sur l'intelligence artificielle. Oui, et la démocratie. je pense que combattre l'intelligence artificielle en soi n'a évidemment aucun sens. Ce serait comme se battre contre l'électricité. Je pense une réponse ludite n'a aucun sens et aucune chance. Par contre, poser la question dans les termes dans lesquels l'a posait Thomas, c'est-à-dire quelle gouvernance, quel pouvoir, quelle responsabilité, quelle limite face à un instrument qui, bien évidemment, c'est là aussi, je pense qu'il y a un malentendu duquel il faut sortir. On a déjà fait cette erreur sur le numérique. C'est-à-dire quand on a vu ces jeunes hommes en sweat à capuche apparaître dans nos vies, qui avaient ces startups technologiques sur Internet, etc., on n'a pas très bien compris. Et de toute façon, l'interprétation qu'on a donnée était plutôt de dire c'est des entreprises, elles se développent, c'est bien ou c'est mal, mais en tout cas, c'est des entreprises. Et en réalité, on a sous-estimé le fait que c'était beaucoup plus que ça, que c'était une façon différente de concevoir et de structurer les relations entre les êtres, le fonctionnement d'une société, et bien évidemment avec des conséquences économiques colossales, mais aussi avec des conséquences politiques, sociales, humaines, cognitives, etc. Et ça, on ne l'a pas vu, ou en tout cas pas géré dans le cas du numérique. Et il ne faudrait surtout pas, vu qu'en réalité il s'agit simplement d'une continuation de la même trajectoire. L'intelligence artificielle, on y est déjà, elle existe sous des formes différentes. Mais pardon, il y a une très forte résistance aujourd'hui aux États-Unis à cette dérégulation que vous prônez en bons Européens rationnels. Aux États-Unis, il y a une forte résistance. Oui, mais là, je pense qu'il faut sortir d'un malentendu. L'idée que la technologie est un phénomène divin, naturel, comme la météo ou je ne sais quoi, qui s'impose à nous en tant que tel, est un peu l'idée qu'on essaie de faire passer, c'est-à-dire c'est comme ça, vous n'y touchez pas, voilà, et si vous y touchez, ça va mal se passer, vous allez tout bousiller et tout. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça que la technologie fonctionne. Et si on regarde dans l'histoire, il y a des technologies qui sont les mêmes technologies. Je prends le parallèle évident qu'on fait parfois avec Internet de l'imprimerie. Si vous prenez l'imprimerie au XVIe siècle, eh bien c'est la même technologie en Chine, en Europe et dans le monde islamique des califats. Et c'est qui atterrit dans trois contextes complètement différents et qui produit des effets culturels, sociaux, politiques, économiques très différents dans la Chine impériale, dans l'Europe de la Réforme et dans le monde musulman. Et aujourd'hui, il n'y a aucune raison de penser que ce sera différent sur le numérique, sur l'intelligence artificielle. On voit le modèle chinois, on a compris plus ou moins comment ça marche. On voit, et il se dévoile progressivement de plus en plus dans sa immense puissance, mais aussi avec toutes les dérives et les risques qu'il présente, le modèle américain. Ce qui manque pour l'instant, c'est un modèle qui ne serait pas simplement européen. Je pense que c'est un modèle qui peut être plus large, de sociétés qui ont envie de rester des démocraties, par exemple, et qui ont envie de développer ces technologies dans un cadre démocratique. Bon, espérons que la chance soit saisie par l'Europe. Vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus, Thomas? Peut-être un ajout à l'ensemble de notre discussion. C'est que, évidemment, on est très focalisé sur les États-Unis et sur l'Europe, mais il y a le modèle chinois.
Il faut toujours rappeler que, en fait, derrière la Chine, il y a le Parti communiste chinois, fort de ses 90 millions de membres et de ses 20 millions de cadres, qui est une organisation léniniste dans sa matrice. Et d'ailleurs, les références du président Xi dans ses discours sont fréquentes. Alors, c'est quoi le léninisme fondamentalement? C'est l'idée selon laquelle la politique, ça sert à détruire son adversaire, par opposition à une vision de la politique en Europe où la politique, ça sert à tenir à distance le tyran. Bon. Et pourquoi je fais ce détour par la Chine? C'est qu'à mon avis, il y a quand même une convergence aussi très visible entre la vision du Parti communiste chinois en termes technologiques et certaines visions de la Silicon Valley. Cette idée d'assujettissement à la technologie, en fait, vous ne pouvez pas y échapper. Alors, ça passe par des formes très poussées en Chine avec le crédit social. C'est d'ailleurs un des grands sujets aujourd'hui pour l'élaboration des algorithmes, comment on refuse cette idée de crédit social. Mais enfin, ça existe en Chine. Et cette idée, au fond, de créer une bulle pour chacun. On serait tous moyennement ou relativement heureux dans cette bulle en termes de consommation. Et puis surtout, cette bulle doit empêcher l'expression politique au sens collectif du terme. Voilà. Et donc je pense que dans l'ensemble de la discussion ce matin, il y a quand même un déport à avoir en conclusion, puisqu'on approche du terme, sur ce qu'est devenu la Chine. Parce que quand on regarde aussi le système international et son évolution, le phénomène le plus important à mes yeux depuis, on va prendre 79, c'est la fulgurance de l'émergence chinoise. Et le fait que là où on pensait que la Chine allait être l'atelier du monde, etc., je rappelle souvent que l'économie chinoise et l'économie française sont de même taille en 2005, il y a donc un peu plus de 20 ans. En réalité, aujourd'hui, on a un pays qui est leader en termes technologiques et qui est leader sur des enjeux tout à fait considérables dont on n'a pas encore parler, comme la transition énergétique. Donc je pense que notre réflexion, ne soyons pas trop focalisés sur Trump, voyons ce qu'il y a autour de Trump et ce que Trump nous dit des États-Unis, mais surtout intégrons à la réflexion la Chine. Pour finir, justement, Xi Jinping a une phrase qui est un leitmotiv et qu'il a répété notamment à son camarade Vladimir Poutine récemment. Il dit « Nous assistons à des changements sans précédent depuis 100 ans ». Il le dit très souvent. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on est vraiment entré dans un nouveau monde? Et qu'est-ce qui vous inquiète dans ce nouveau monde? Personnellement, je pense que oui, mais ce n'est pas à cause de Trump ou de Poutine ou même de Xi Jinping. Vous savez, si vous grandissez à Rome, vous avez tendance à avoir une conception plutôt cyclique de l'histoire. Donc moi, naturellement, j'ai plutôt l'idée qu'on est dans des cycles qui reviennent. Mais là, c'est la chute de l'Empire romain. Ce qui change, je crois, et qui me fait douter de ça, c'est effectivement l'élément technologique. C'est-à-dire, tant qu'on est dans l'humain, on est probablement dans quelque chose qui a une composante cyclique. Mais si nous sommes face à une modification radicale de l'expérience humaine, de ce que c'est que d'être un humain à travers la technologie aujourd'hui, eh bien, alors peut-être qu'on est face à une bascule. Thomas Gomard, 30 secondes sur ce nouveau monde. À la technologie soulignée, évidemment je souscris complètement à cette analyse, j'ajouterai la dimension environnementale, c'est-à-dire que l'un ne peut pas se penser sans l'autre et ça nous renvoie à cette idée du solutionnisme. Je pense qu'il y a un vrai débat sur la capacité de transformation. Nos capacités de transformation du réel sont toujours supérieures à nos capacités d'anticipation de ces transformations. Et donc il y a à mon avis fondamentalement un débat entre ceux qui vont prôner la retenue, la modération, la sobriété versus ceux qui vont prôner le développement, l'hubris et le sans limite. Merci infiniment à tous les deux pour ces réflexions passionnantes. Merci à vous de nous avoir suivis. Je donne rendez-vous aux téléspectateurs du Figaro TV la semaine prochaine, mardi 20 janvier. Ce sera le premier anniversaire de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche pour la seconde fois. Et donc, nous parlerons d'1 an de Trump à la Maison-Blanche. Rendez-vous mardi prochain pour un nouveau club, le Figaro International. Merci à tous.